Bonjour à tous, c'est Thomas Moody, je vais vous parler de Notion, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Motion. Dans cette vidéo, on va parler des bases de données. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est comme d'hab, quand j'ai pas de bonne idée ou quand j'ai pas beaucoup de temps, j'en fais pas, je force pas les choses, mais les bases de données, je sais que c'est quelque chose qui bloque, qui questionne pas mal d'utilisateurs de Notion. Du coup, j'ai décidé de faire 2 vidéos dessus. Dans la première, on va voir un peu ce que c'est les bases de données, comment ça marche, à quoi ça sert et quelles sont les différentes façons de s'en servir. Et dans la deuxième vidéo, que je tournerai un peu plus tard, on verra quels sont tous les types de propriétés dans une base de données. Parce qu'il y a plein de choses, on ne sait pas toujours trop comment s'en servir, tout ça. Donc là, on va pas rentrer dans le détail des propriétés dans celle-ci, ce sera dans la prochaine. Et tout ça ira très bien avec une précédente vidéo que j'ai faite qui parlait des formules, qui sont une des propriétés des bases de données, qui est une partie très spécifique des bases de données. J'ai un peu fait les choses à l'envers, donc là on recommence, on part de zéro, et on va voir à quoi ça sert les bases de données. Et pour ça, je vous propose d'aller dans Notion. Donc nous voilà dans Notion, on va regarder plein de choses sur les bases de données. Avant de commencer, je précise juste, les bases de données, c'est vraiment le cœur de Notion. Pour moi, je trouve, c'est vraiment ce qui différencie ça des autres produits, ce qui apporte une grosse plus-value à la façon dont vous allez organiser votre contenu, votre connaissance, vos tâches, vos projets, etc. C'est vraiment une partie sur laquelle il ne faut pas faire l'impasse, sinon je pense que vraiment le produit perd beaucoup de son intérêt. Sans les bases de données, Notion, c'est un Dropbox Paper ou un Evernote bien designé. Mais avec les bases de données, ça devient tout de suite quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, on est sur une page vide, c'est un workspace qui me sert de bac à sable. On est sur une page vide qui me sert à faire des tests et dans lequel on va créer une ou plusieurs bases de données, des vues, tout ça pour découvrir ça un peu ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les modèles que vous voyez ici, donc le tableau Kanban, la chronologie, le calendrier, les listes et les galeries, c'est une seule et même chose. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais la bonne façon, je trouve, d'appréhender les bases de données, c'est d'avoir à l'esprit que le jeu de données est toujours le même. Peu importe ce que vous mettez dans votre base de données, le jeu de données est le même. Et tout ce que vous voyez là, c'est des façons différentes de visualiser ce même jeu de données. Et c'est avec ça qu'on va faire des vues différentes, c'est avec ça qu'on va faire des vues liées différentes, etc. On arrivera dessus après. Et par exemple, une table et un calendrier, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'un calendrier va prendre les propriétés date de vos entrées et les afficher dans un calendrier. Mais c'est exactement la même chose. Donc quand vous arrivez sur une page, vous pouvez faire une base de données. Il y a deux façons Oui, il y a 2 façons d'en faire une au début. Alors soit on fait une page vide comme ça et on fait hop, slash base de données intégrée ou pleine page. Donc c'est les 2 façons de faire, ça ne change qu'au niveau du design. Une base de données intégrée, elle est intégrée à la page. Donc par exemple, je peux mettre un bloc avant et je peux mettre évidemment un bloc après. Donc vous mettez, je sais pas, un tableau avec des tâches, des ingrédients, j'en sais rien, peu importe, au milieu d'une page qui contient d'autres choses. Et vous allez voir tout de suite la différence avec une base de données pleine page, c'est que là, elle est, comme je dis, en pleine page, donc on peut rien mettre avant et après. C'est une page entière, donc j'étais sur une page les BDD qui n'est pas développée dans la page, qui est sa propre page entière. Bien sûr, on peut changer ça, on peut passer de l'un à l'autre en appuyant sur les 3 petits points, il suffit juste de faire intégrer dans cette page. Donc ça, c'est 2 façons de faire, 2 façons de vous organiser. Très souvent, moi, je préfère faire des bases de données dans un coin séparé, un back-end ou une page à part qui contiendrait toutes les bases de données. Je préfère faire ça de façon séparée et ensuite intégrer des vues dans mes pages quand j'en ai besoin. Je trouve ça plus souple comme ça. Quand vous créez vos bases de données, vous pouvez le faire de 3 façons. À partir de rien, comme on l'a vu rapidement, là j'ai créé des bases de données vides qui étaient des tables et à partir de là, il faut que je la remplisse, que je crée mes propriétés, mes champs, etc. Vous pouvez importer des données, donc de différents services, Evernote, Trello, Asana, etc. Vous les voyez à l'écran. Ça marche très très bien. Dropbox Paper, ça marche très bien aussi. Si vous avez un Google Keep qui date un peu et dans lequel il y a beaucoup de notes, vous pouvez grouper les notes dans Google Keep et les transformer en Google Documents et ensuite importer les Google Docs dans Notion. Donc c'est comme ça que moi j'ai migré toutes mes notes de Google Keep à Notion. Mais vous pouvez importer, comme vous voyez, des pages HTML, du CSV si vous avez des données structurées issues d'autres applications. Vous pouvez importer plein de choses, c'est super. La deuxième façon d'importer des données, c'est évidemment d'utiliser un des modèles de Notion. Alors, il y en a plein de différents, il y en a de plus en plus à chaque fois que j'y vais. Il y en a aussi qui sont faits par la communauté, c'est ce que vous voyez tout en bas. Il y a plein de choses dedans, ça peut valoir le coup d'aller fouiller pour prendre des idées, pour prendre de l'inspiration, pour trouver des façons de faire. Alors, c'est pas ce qu'on va faire ici, tout simplement parce que je préfère partir de zéro pour vous montrer un peu comment construire une base de données. Donc, reprenons, on va faire une table. Hop. Donc, vous avez votre table qui a été créée. Donc, vous pouvez soit importer une source de données, c'est ce que vous voyez à l'écran. Bon, là, j'ai que des modèles un peu vides parce que c'est mon workspace de démo. Et vous pouvez importer plusieurs sources de données de plusieurs bases de données différentes pour faire un peu une vue synthétique de plein de bases de données. Ça, c'est bien quand vous voulez faire des dashboards avec des données de plein d'endroits. C'est pas ce qu'on veut faire ici. On va prendre une nouvelle base de données parce que nous, on repart de zéro.
Donc on a déjà 2 champs qui sont créés, le nom et les étiquettes. Le nom, c'est un champ qui est par défaut. Alors on peut évidemment le renommer, on peut changer l'icône, mais on va pas pouvoir le supprimer. Chaque entrée de la base de données doit avoir un nom. Et à côté, vous avez les étiquettes. Alors là, il y en a pas qui sont créées. Les étiquettes, c'est une des multiples propriétés qu'on peut donner à une base de données, mais là, on va pas rentrer en détail. Comme je vous disais, on va voir ça une autre fois un peu comment marchent ces propriétés. Donc là, ce que vous voyez, c'est une base de données qui est complète. Elle n'est pas intégrée comme je vous le montrais tout à l'heure. Je peux rien mettre avant ou après. Si je vais regarder sur le côté, je la vois directement ici. J'ai ma table qui est là. Vous voyez que c'est un petit point. Ça n'a pas le même rendu que les pages. Avant de s'intéresser un peu à la base de données, on va faire le tour rapidement de l'interface. Votre base de données, vous pouvez mettre une couverture comme sur toutes les pages de Notion. Vous pouvez ajouter une description. Cette description, elle sera visible partout sur la base de données. Vous pouvez la masquer ou la réafficher, mais elle sera visible pour tous les utilisateurs. Donc là, vous avez votre base de données. Vous avez votre première vue qui est une vue table, qui est un tableau tout simplement. Vous pouvez rajouter d'autres vues ensuite, donc on verra ça tout à l'heure. J'en ai rajouté une par erreur, on va l'enlever, il n'y en a pas besoin. Hop. Pour ce qui est de l'interface, vous pouvez rajouter des pages dans votre base de données autant que vous voulez. Donc ça, c'est une façon de le créer, c'est de les créer manuellement. Il y a aussi un plugin qui s'appelle Save to Notion qui permet de sauvegarder des items dans une base de données. C'est très utile si vous faites de la veille, par exemple. Après, si c'est pour gérer des tâches ou des voyages, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y a plusieurs façons de peupler ces bases de données. Vous n'êtes pas obligé de rester que dans Notion de façon cloisonnée. Vous pouvez utiliser des outils tiers pour envoyer des choses dans vos bases de données, peu importe quoi, des recettes, j'en sais rien. Donc vous avez un bouton pour ajouter une nouvelle page. Vous avez des boutons en bas qui vous permettent de calculer les choses. C'est pas mal pour faire des totaux, compter les items, des moyennes, j'en sais rien, ça dépend de type de valeur. Mais là, par exemple, je peux compter le nombre d'étiquettes différents, compter les valeurs uniques, le nombre de cellules vides, pleines, etc. Donc ça vous permet d'avoir des infos statistiques sur vos bases de données si ça fait sens. Ensuite, vous avez un bouton de filtre et de tri qu'on verra juste après parce qu'on va mettre des données un peu bidons dans la base de données pour pouvoir s'entraîner. Un bouton de recherche qui sert tout simplement à chercher dans votre base de données des choses. Et un menu. Alors, il y en a deux des menus. Donc, le premier menu qui permet de renommer la vue et de changer l'icône. Ça, c'est assez récent. C'est quelque chose que je trouve très pratique pour bien comprendre à quoi sert chaque vue. Donc, dans ce menu, vous pouvez changer la disposition de votre vue. Donc là, par exemple, j'ai une vue table que je peux transformer en Kanban si j'en ai envie. Ça permet de faire évoluer ces vues si vous avez besoin. Vous pouvez choisir quelles propriétés sont affichées et lesquelles ne le sont pas. Donc nous, on va rajouter une propriété date, par exemple. On va rajouter une propriété nombre. Et là, je peux choisir. Donc là, j'ai plusieurs propriétés. Et dans le menu propriétés, je peux dire, ah tiens, dans cette vue-là, je ne veux pas voir le nombre et je ne veux pas voir les étiquettes. Je veux juste voir les dates. À tout hasard. Vous avez vos filtres et vos critères de tri, donc c'est la même chose qu'ici, on retombe dessus. Vous pouvez grouper les éléments de votre base de données. Donc par exemple, on va faire un test tout de suite, je vais vous le montrer. On va afficher la propriété étiquette, il va y avoir deux types d'étiquettes. Hop. Et la fonction grouper, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à regrouper les éléments sur un critère. Donc là, on a type 1, type 2, et on a que les éléments de chaque catégorie. Et on peut masquer ce qui n'a pas d'étiquette. Et évidemment, par exemple, dans cette vue, on masquerait aussi la propriété étiquette, parce que comme on l'a ici, type 1 et type 2, ça sert à rien de l'avoir en plus. Donc hop, on fait une base de données plus simple, comme ceci. Donc c'est à ça que sert la fonction grouper. Sous-élément, c'est une fonction qui sert à faire de la gestion de projet. Quand on a des tâches et des sous-tâches, ça permet de savoir lesquelles sont liées à quoi. Donc c'est assez récent aussi. C'est plutôt en usage un petit peu avancé, c'est quand on commence à avoir de la gestion de tâches un peu complexe. On va pas rentrer dans le détail dedans maintenant. Mais si vous faites des projets avec des sous-tâches, je sais pas, vous avez un projet de site web et il faut prendre un hébergement, et dans l'hébergement, il faut commander tel truc, paramétrer ceci, cela, bah, vous pouvez avoir un système de sous-tâches. Donc Notion va créer tout seul les propriétés, les lier, et dans une des vues qu'on verra tout à l'heure, qui est la chronologie, vous pouvez voir la dépendance entre les tâches. Donc le nombre de pages que l'on met par défaut, ça on s'en fiche, en général je laisse 25, on peut être plus si besoin. Verrouiller la base de données, c'est pour empêcher les modifications. Copier le lien de la vue, c'est pour envoyer le lien à quelqu'un vers juste cette vue précisément de la base de données. La dupliquer, vous comprenez, c'est pour dupliquer la vue et repartir de la même pour en faire une nouvelle. Et supprimer, évidemment, pour la supprimer. Et je vous avais dit qu'il y avait deux menus. Il y en a un deuxième qui est ici, qui vous sert à faire des modèles pour cette base de données. Donc si vous êtes amené à souvent faire un même type d'entrée dans une base de données, bah vous faites un modèle et comme ça vous avez un template qui est tout prêt quand vous faites quelque chose. Typiquement des notes de réunion, vous pouvez avoir un modèle de notes de réunion. Moi je fais des vidéos YouTube sur la photographie à côté, bah, j'ai un template de vidéo pour ma chaîne photo avec une page de script déjà faite, des boutons pour faire des mails ou des choses comme ça avec l'IA, les données déjà remplies, etc. Donc vous pouvez faire un modèle, donc, par exemple on va en faire un ici, ce sera un modèle type 2, date hop, avec date de fin, tac, comme ça, donc à dire, des choses au pif.
nombre 164. Donc c'est une page qui est sans titre, on va d'ailleurs lui donner un titre, template numéro 1. Et là on l'a ici, on peut s'en servir autant qu'on veut. C'est aussi un template à quel on peut ajouter, j'oublie toujours de le faire, une icône au pif, donc ce sera un monsieur qui rigole, et puis voilà. On a notre template ici qui est tout prêt à être réutilisé. Vous voyez que sur le mini template, on a plusieurs choses. On peut l'utiliser par défaut, donc si on l'utilise par défaut, soit pour toutes les vues de la base de données, soit juste pour cette vue table ici. Donc ça dépend. Par exemple, pour mes vidéos YouTube, j'ai une vue pour les lives, une vue pour les interviews, une vue pour les vidéos YouTube. Et dans chacune de ces vues, il y a un modèle par défaut qui est déjà tout prêt pour gagner du temps. Le but, c'est d'éviter de refaire la même chose le plus de fois possible. Donc là, on va dire que c'est le modèle pour toute la base de données, c'est pas très important. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une nouvelle entrée, ce sera basé sur ce template numéro 1 directement. Donc là, il y a un gain de temps, qui est assez certain. Ce template, vous voyez aussi qu'on peut le répéter par défaut, donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans. Par exemple, si on dit toutes les semaines le vendredi à minuit, hop, il va créer un template dans cette base de données. Ça, par exemple, c'est très bien. Alors moi, je m'en sers pour la liste des courses que je fais, parce qu'il y a des courses que je fais toutes les 3 semaines, je sais pas quoi. L'eau pour le fer à passer, je l'achète tous les mois, donc tous les mois, il crée l'item dans ma liste de courses, parce que comme ça, j'y pense plus. Et toutes les courses que je fais régulièrement comme ça, je les ai toutes mises dans une base de données, et il est fait de façon récurrente. Ça peut aussi être le cas pour des notes de réunion. Si au travail, vous avez une réunion tous les lundis matins, vous faites un template de vos notes, vous le créez tous les lundis matins, et le lundi matin, quand vous vous pointez au bureau, vous avez juste à ouvrir le fichier du jour, le compléter, et c'est tout. Avant de peupler un peu cette base de données, dernier point, quand vous ouvrez un item d'une base de données, c'est une page dans laquelle vous pouvez, là encore, remettre à l'intérieur, vous pouvez faire une page vide, et là encore, vous pouvez remettre une base de données intégrée. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, c'est infini. Donc vous pouvez mettre des bases de données dans des bases de données, dans des bases de données, dans des bases de données. Évidemment, je ne vous conseille pas de le faire à 50 niveaux, mais vous pouvez mettre des choses dans les pages des bases de données qui contiennent d'autres choses, qui font des renvois, etc. Il y a vraiment ce côté très malléable à l'usage. Donc je vais remplir cette base de données de quelques données bidons. Tadam. Donc là, il y a quelques petites données juste pour qu'on puisse travailler. Ça va me permettre de vous montrer deux choses qui sont très utiles ici. Pour chaque vue que vous avez, vous pouvez paramétrer pour la vue uniquement des critères de filtre et des critères de tri. Donc ça, c'est pas commun à toutes vos vues, c'est juste à la vue en cours. On fera d'autres vues après pour que vous puissiez voir, mais c'est juste pour la vue en cours. Donc les filtres, c'est très complet, très avancé. On peut faire des filtres dans des filtres avec des conditions, des et, des ou, etc. On peut vraiment aller très loin. Je ne vais pas vous faire tous les use cases ici, évidemment. Et par exemple, on peut dire filtrer là où le nombre, donc il y a plusieurs possibilités, et on va dire est supérieur à 600. Et là, évidemment, il va filtrer les entrées où le nombre est supérieur à 600. Vous avez 3 petits points à côté pour faire un filtre avancé. Donc là, c'est une version un peu plus visible que j'ai tendance à préférer, où là, vous pouvez faire des groupes de filtres, vous pouvez ajouter des règles de filtrage avec des et, que vous pouvez combiner à côté avec des ou, etc. Et vous pouvez aller vraiment très très loin. Je ne vais pas pousser plus ça ici, mais vous pouvez avoir des vues très précises de vos données. Pareil, c'est possible de trier vos données. Donc là, c'est un peu plus simple de comprendre comment ça marche. Vous triez par exemple par nombre, on va dire. Donc les nombres, ça va être par ordre croissant. Et vous pouvez ajouter un autre critère de tri qui sera ensuite la date. Sachant que Notion prend les critères de tri dans l'ordre. Il trie d'abord comme ça. Et si ensuite il y a plusieurs nombres qui ont la même valeur, il va trier par date, et ainsi de suite en fonction du nombre de critères. Ça sert à rien d'en mettre 50, mais vous pouvez avoir des choses assez fines. En disant par exemple, on va d'abord trier par type, hop, d'abord le type 1, et ensuite le deuxième critère, ça va être par nom. Donc chaque type est trié par nombre en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand par type, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour faire un petit tour de l'interface et des possibilités un peu de fonctionnement des bases de données. Maintenant, on va passer aux vues. Alors, avant de rentrer sur les vues, il y a un conseil qu'il faut que je vous donne, en fait, tout simplement. C'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle des vues et des vues liées. Donc là, on est dans la base de données principale. Donc la base de données principale, elle va contenir des vues qu'on va faire. Ces vues, vous pouvez les appeler ensuite dans ce qu'on appelle des vues liées. Donc par exemple, imaginons que j'ai une base de données avec toutes mes tâches. Je vais faire dans mon dashboard quotidien une vue qui ne contient que les tâches du jour. Ce que je vous conseille, c'est de faire toutes vos vues dans la base de données principale et ensuite de les appeler au besoin dans vos dashboards à droite à gauche. Au début, j'avais tendance un peu à faire l'inverse, c'est-à-dire à faire des vues liées là où j'en avais besoin, mais c'était un peu compliqué à réutiliser. Et toutes les modifications que je faisais dans la vue du local ne remontaient pas, etc. C'était un peu difficile. Donc, ayez une base de données principale, faites toutes vos modifications dessus, faites toutes vos vues dessus et ensuite appelez-les à droite à gauche quand vous en avez besoin. Aussi, un autre conseil, je vous montre ça rapidement, si vous avez besoin d'une vue liée de votre base de données à plusieurs endroits, ne faites pas plusieurs vues liées. Si vous avez besoin de la même, par exemple si vous avez besoin de vos tâches quotidiennes sur votre dashboard perso et pro, ne faites pas
plusieurs vues liées, parce que c'est un peu chiant à maintenir, le plus simple c'est d'en faire une et d'utiliser un bloc synchronisé. Donc on va le faire là tout de suite. Donc on fait vue liée de base de données. On va appeler évidemment ma base de données bac à sable. J'appelle la vue table qui est une vue existante. Hop. Donc j'ai la vue table, donc ça c'est ma vue qui est liée. Et si je veux m'en servir à plusieurs endroits, je fais CTRL G, ça me le met dans un bloc synchronisé. Je fais copier et synchroniser, et voilà. Et là j'ai deux fois la même vue. Et si par exemple je modifie des colonnes ou des choses comme ça, je l'ai à deux endroits différents. Donc si vous avez besoin d'appeler juste une vue, le conseil c'est vraiment ça qu'il faut retenir. On fait une base de données avec toutes nos vues bien faites, bien précises et compagnie. Si on en a besoin ailleurs, on fait des vues liées. Et si on a besoin de plusieurs fois de voir le même jeu de données, on utilise un bloc synchronisé pour pas réinventer la poudre et maintenir 20 trucs un petit peu différents, c'est un peu casse-pied sur la durée. Maintenant, chose promise, chose due, on va passer aux vues. Donc les vues, il n'y en a pas 150, il y en a 6 différentes. Il y a la table qu'on a vue, qui est une table de données. Pour vos bases de données, je vous conseille toujours d'en avoir une avec tous les champs affichés. C'est ce que j'appelle une version de travail, j'en ai dans toutes les miennes. C'est quand on doit bricoler quelque chose, regarder ce qui va pas, travailler des formules, des étiquettes, etc. C'est bien d'avoir une vue un peu de travail, c'est le nom que ça porte, avec toutes les données, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc une table, on peut s'en servir pour plein de choses. Vous avez le Kanban, qui est l'équivalent d'un Trello, un gestionnaire de tâches, qu'on va voir. La chronologie, c'est un Gantt, c'est à ça que ça ressemble, c'est pour ça que j'ai mis des plages de dates, et c'est là où on peut mettre des dépendances, des choses comme ça. Vous avez le calendrier, donc c'est pour ça que j'ai mis des dates, la liste et la galerie. Et ensuite, il y a des petites options derrière qui sont purement esthétiques, c'est où vous voulez ouvrir les items de la base de données, si c'est sur le côté, si c'est au milieu, si c'est en pleine page. Est-ce qu'on renvoie toujours à la ligne les titres ou pas? Est-ce qu'on affiche les lignes verticales ou pas? Ces trois options cosmétiques, elles n'ont pas d'autre intérêt que ça. Donc on va faire une vue Kanban, on fait une vue Kanban, et là automatiquement il m'a trié la vue Kanban, c'est ici groupé par étiquette, il l'a fait tout seul. Donc là je peux changer les étiquettes des items, et on voit bien que dans la vue table, ça s'est modifié conformément à ce que j'ai fait. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a une seule base de données quelque part et différentes façons de voir ce jeu de données. Mais vous n'avez pas plusieurs bases de données différentes en disant j'ai une base de données chronologie, j'ai une base de données Kanban, etc. Vous n'avez vraiment qu'une seule. Donc le Kanban, vous connaissez, hein, c'est un outil très classique de gestion de projet qu'on retrouve principalement dans Trello, et c'est un peu de là que ça vient. Dans la disposition du Kanban, il y a un truc qui est cool, que j'aime beaucoup. Alors vous pouvez gérer la taille des cartes pour mettre des petites, des grandes ou des moyennes, ça dépend de la taille de votre écran. Et vous pouvez surtout colorer les colonnes par rapport au type. Je trouve ça plus visuel. Alors quand ça a été mis en place, les utilisateurs s'en sont un peu pleins, mais je trouve ça plus visuel et je trouve ça plus sympa comme ça. Donc là, on peut, comme je vous disais, le renommer. Je vais appeler ça mon Kanban. Et on peut rajouter un icône, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir une vue plus précise. On peut modifier les vues dans l'ordre dans lequel on les met. Deuxième possibilité, la chronologie. Donc la chronologie, on choisit par quoi la chronologie est faite. Donc en l'occurrence, elle est faite par date. Il n'y a qu'un champ date. Vous pourriez avoir un champ date de début, date de fin, par exemple. Ça peut servir. Ou par exemple, pour mes séries, je fais par date de création de la série, parce que j'ai une base de données où je suis les séries que je regarde, et j'affiche par date de création de la série et par date de dernière modification pour voir de quand à quand à peu près j'ai regardé. Et ensuite, c'est encore des options cosmétiques. Dans la chronologie, donc vous voyez qu'il y a les items qu'on a créés tout à l'heure avec les dates que j'ai mis. Donc là, forcément, si vous modifiez les dates comme ci, comme ça change les items. Donc on peut dire que ça arrive avant ceci, ça arrive avant cela dans l'agenda. Donc là, c'est des données bidons, mais c'est comme ça qu'on gère des tâches. Et c'est là où vous pouvez faire les dépendances dont on parlait tout à l'heure. Donc on dit ça amène à cette tâche. Donc automatiquement, il va vous proposer de créer des propriétés qui s'appellent bloquer par et blocage. Ça sert tout simplement à savoir dans vos tâches qu'est-ce qui bloque telle tâche. Et du coup, on peut voir que pour faire pomme, il faut d'abord faire banane. Et que, hop, ça c'est aussi dépendant. Donc ça se met dans la mauvaise couleur quand la chronologie n'est pas bonne. Et comme ça, on peut vraiment gérer finement ces projets. Et toujours une seule base de données. Si vous allez dans table, vous voyez bien qu'il y a les tâches qui sont bloquées par ces items et les tâches qui bloquent ces items, c'est toujours le même jeu de données. Évidemment, le plus simple et le plus classique, le calendrier. Donc c'est la même chose, on peut toujours modifier comment s'affichent les dates. Calendrier, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut afficher ou pas des propriétés. Donc on peut dire par exemple, je veux voir les étiquettes, je veux voir le nombre, je veux voir le blocage, on met tout. Et donc là, on a plus d'informations sur le planning, qu'est-ce qui doit être fait quand, etc. Vue suivante, la liste. Très simple, la liste, je m'en sers beaucoup. On peut aussi afficher ou pas un certain nombre de propriétés selon la densité qu'on va avoir. Ça devient vite un peu brouillon, donc il ne faut pas, à mon avis, en mettre trop. Maintenant, les items sont cliquables. Ce n'était pas le cas avant, mais on peut les éditer en cliquant directement dessus, ce qui est très pratique. Et enfin, la dernière vue, la galerie. Ça, c'est très bien pour quand vous avez des images, des exemples, des choses comme ça. Là, c'est pas très visible, c'est très joli, mais ça sert à mettre des tableaux d'inspiration, par exemple.
Et donc voilà, avec ces éléments, vous avez de quoi, je pense, démarrer avec les bases de données. Donc les paramétrer correctement, utiliser correctement les vues des bases de données, les appeler au bon endroit, etc. et pas faire des doublons dans tous les sens. Vous avez de quoi utiliser les menus aussi, je vous ai fait un petit tour. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo pour vous parler des propriétés des bases de données, qu'on voit un peu tous les types de champs qu'on peut mettre et comment ça marche. Et dernier point avant de vous laisser, je file aussi mes templates de bases de données Notion, de modèles de page, etc. Il y a un lien sous la vidéo pour vous inscrire et les recevoir. Il y a plein de choses sympas dedans, je mets ça à jour régulièrement, donc inscrivez-vous, gardez le mail et je vous tiens au jus pour la suite. Salut!